toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette table ronde organisée par Futurible sur une thématique absolument majeure aujourd'hui qui est l'organisation de la santé en France et d'une manière générale l'organisation de la santé au service à la fois des Français, des populations, dans une recherche à la fois d'efficacité et de performance pour améliorer la qualité des soins et de la prise en charge. Nous avons la joie de recevoir Émilie Lemay-Dopat et Antoine Malone qui vont se présenter plus complètement et qui travaillent depuis plusieurs années et peut-être même au-delà, ça peut peut-être se chiffrer sur une période plus longue, à l'organisation des systèmes de santé, à leur organisation avec un témoignage international, ce qui est un apport tout à fait significatif de l'organisation des systèmes de santé. Alors, je ne vais pas parler de la problématique santé qui est ô combien connue et reconnue depuis effectivement notre situation d'épidémie Covid. Je voudrais quand même rappeler un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, les dépenses de santé et les engagements, la part de la richesse nationale qui est consacrée à la santé en France avoisine les 12,5% et peut-être même les 13% du PIB, avec une progression très significative. Elle a commencé d'ailleurs cette progression tendancielle avant la crise de la Covid et elle s'accélère. Et elle voisine aujourd'hui la part de la richesse nationale consacrée aux retraites. Et donc, nous sommes en passe, je ne sais pas s'il y a compétition, mais c'est deux dynamiques très très fortes entre les dépenses de protection sociale consacrées à la santé et celles consacrées aux retraites. On est à peu près à un quart de l'ensemble de notre richesse nationale. Donc, il y a à la fois un enjeu d'efficacité, de qualité de service. Et cette table ronde est organisée notamment suite à la publication dans la revue Futurible d'un article qui s'appelle « Pour un système de santé français intégré », qui a également été rédigé par Philippe Elsaïr, qui ne peut nous rejoindre aujourd'hui. Philippe Elsaïr est le directeur général du CHU de Nantes. L'ensemble de ce dispositif ayant été soutenu par le réseau Hugo, dont nous dirons quelques mots tout à l'heure, le groupement de coopération de l'ensemble des hôpitaux de l'Ouest et du centre de la France. Cet article, bien sûr, dans la revue est disponible pour l'ensemble de nos membres. Il est également accessible en ligne. Je ne sais pas, je crois qu'il y a un coût de quelques euros pour pouvoir y accéder. Il est tout à fait structurant par rapport à ce sujet. Alors, ça s'appelle pour un système de santé français intégré, et c'est l'objet de votre conférence. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que le système de français est aussi désintégré que cela aujourd'hui? Est-ce qu'il est aussi peu efficient que cela par rapport au modèle que vous avez à nous proposer? Émilie, Antoine, je vais vous laisser vous présenter et puis organiser la séquence de développement de vos travaux. Pour les participants en ligne, nous avons deux espaces de réaction. L'un sur les questions que vous souhaitez poser aux intervenants, ce qui vous permettra aussi pour ceux qui suivent ces questions de voter sur les questions qui apparaissent les plus importantes parce qu'elles pourraient être effectivement très nombreuses, et puis un chat collectif qui permettra également de réagir et à nos participants de réagir. Je laisse tout de suite la parole à Émilie et puis à Antoine pour qu'ils puissent se présenter. Émilie? Oui, ok. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à partager nos travaux. Je suis donc Émilie Lemay-Dopat. Originellement, je suis directrice d'hôpital. Donc, j'ai un parcours qui m'a amené à diriger des hôpitaux publics en France pendant quelques années. Et depuis 6 ans, j'habite à l'étranger. J'ai habité aux États-Unis, à Berlin aujourd'hui et puis bientôt aux Pays-Bas. Et je travaille pour un organisme de formation continue qui s'appelle Dialogue Health, qui est spécialisé dans l'organisation de voyages d'études à l'international. Et donc, ce parcours m'a amené à développer des bonnes connaissances sur différents systèmes de santé et donc à m'intéresser à des modèles qui fonctionnent mieux, qui pourraient non pas être dupliqués tels quels en France, mais inspirer nos pratiques et nos réformes. Et c'est comme ça que j'ai échangé avec Antoine sur les systèmes de santé intégrés dont on va vous parler aujourd'hui. Et donc, Antoine Malone, je suis responsable du pôle prospective à la Fédération hospitalière de France. La Fédération hospitalière de France, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, est l'organisme qui regroupe l'ensemble des hôpitaux publics en France, donc à peu près 1000 hôpitaux,
qui vont des très, très gros mastodontes comme la PHP jusqu'à l'hôpital de Saint-Céré, mais aussi des établissements médico-sociaux publics, donc les EHPAD publics. Et mon métier à la Fédération, donc en tant que responsable prospective, c'est de savoir un peu quelle est la frontière des systèmes de santé aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quoi la limite? Quels sont les très bons systèmes de santé aujourd'hui? Pourquoi ils sont bons? Et enfin, et surtout, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour nos hôpitaux publics, pour le système de santé français, et comment est-ce qu'on peut apprendre des autres, adapter aussi, voire s'appuyer sur des atouts que l'on a en France, hein, qui ne sont pas négligeables, pour avoir un système de santé qui soit capable à long terme de répondre aux besoins. Je suis aussi chercheur à l'École nationale d'administration publique de Montréal, au Québec. Vous l'avez reconnu à mon accent. Merci, Émilie. Antoine? Alors, avant que de rentrer dans les dispositifs de système de santé intégré, peut-être est-ce que vous pourriez commencer par nous rappeler quels sont les enjeux et notamment les dynamiques à venir par rapport aux besoins de santé et aux pathologies qui y sont associées? Ben, j'ai envie de dire, François, et bonsoir à tous, les enjeux, on les voit aujourd'hui, on les entend à la radio, ou on les voit à la télé, ou on les voit à l'hôpital immédiatement. C'est-à-dire l'enjeu réel et profond, c'est la capacité de notre système de santé de répondre tout simplement à moyen, long terme aux besoins de santé des Français. Besoins de santé qui eux-mêmes évoluent rapidement, comme dans l'ensemble des pays avancés, d'ailleurs pas que, hein, c'est vraiment un phénomène mondial, mais où on voit qu'il y a un développement très rapide des pathologies chroniques, donc le diabète, l'insuffisance cardiaque, etc., mais aussi un vieillissement important de la population, ce qui va conduire en fait à une modification des besoins de santé, à une demande, une modification de la demande en services de santé. Et le problème, et qui est en vérité, c'est un problème auquel font face énormément de systèmes de santé, ou faisaient face énormément de systèmes de santé, c'est qu'en vérité, toutes ces organisations ont été conçues à une époque où l'essentiel des besoins de santé était en vérité des besoins aigus. Typiquement, vous avez de la fièvre, vous allez voir votre médecin, il vous fait une prescription, vous prenez le médicament et c'est réglé. Ou alors, vous vous cassez une jambe, vous allez à l'hôpital, on vous fait un plâtre et c'est réglé, on ne vous revoit plus, on l'espère, pour plusieurs années. Aujourd'hui, le développement, et on va le voir dans les données qu'on va présenter, le développement des pathologies chroniques modifie fondamentalement les besoins de santé avec des gens qui vont avoir des besoins de santé en vérité pour l'ensemble de leur vie et beaucoup de besoins. C'est-à-dire que quelqu'un qui, malheureusement pour lui, développe un diabète, c'est quelque chose, bien sûr, qu'on peut contrôler, hein, mais il n'en reste pas moins qu'il va devoir vivre avec son diabète tout au long de sa vie, avec des risques aussi de conséquences catastrophiques qui vont conduire à des besoins encore accrus en vérité. Et donc, ça pose l'enjeu de la coordination et voire de l'intégration de l'ensemble des gens qui interagissent autour du patient et du patient lui-même. C'est-à-dire, on voit que pour garder une personne diabétique en santé, bien sûr, il faut des diabétologues hospitaliers, il faut un médecin traitant, mais il faut en vérité beaucoup plus que ça. Il faut modifier les habitudes alimentaires, il faut faire de l'exercice physique, et en vérité, plus on va loin, plus on intègre le système. C'est-à-dire que probablement qu'il faudrait travailler aussi sur les conditions de logement. Si la personne est en situation de précarité sociale, forcément, elle va être moins concentrée sur la gestion de son diabète et plus sur la recherche d'emploi ou la réponse à ses besoins vraiment de base. Et en fait, la question de l'intégration, elle est réellement là. C'est-à-dire la capacité à faire fonctionner ensemble toutes les ressources dont on a besoin pour garder une personne en santé et éviter que son état de santé s'aggrave. Sachant qu'une aggravation, comme on va le voir encore une fois, a des conséquences catastrophiques avec laquelle la personne va devoir vivre toute sa vie et va générer des besoins toute sa vie. Typiquement, si ça arrive encore trop souvent, une personne qui a du diabète, on doit l'amputer, elle va vivre avec cette amputation toute sa vie. Quelqu'un qui était chauffeur routier, qui doit se faire amputer le pied, il ne pourra plus travailler. Et c'est quelqu'un qui va devoir consommer plus pendant très, très, très longtemps. Et ça, c'est vraiment une dynamique de fond. Donc, certes, d'un côté, ce qu'on voit dans les médias, et qui est vrai, hein, il ne faut pas le nier, à propos des pénuries
disons, de médecins, des pénuries de professionnels, des déserts médicaux. C'est vrai, il ne faut pas le nier. Donc, il y a certainement un sujet du côté de l'offre. Mais en vérité, la dynamique de fond, c'est bel et bien une question de demande. C'est-à-dire, c'est l'évolution des besoins de santé et comment on fait pour adapter notre système de santé à ces nouveaux besoins. Et en sachant que si on ne l'adapte pas, eh bien, le système va imploser, tout simplement. La demande va être tellement forte sur le système que, vous l'avez dit, hein, François, c'est-à-dire, ultimement, une société décide comment elle alloue ses ressources, mais il y a aussi d'autres priorités importantes pour une société. L'éducation c'est important, les retraites, c'est important, les infrastructures, c'est important. Et donc, si on n'est pas capable d'adapter notre système de santé, petit à petit, il va consommer une part de plus en plus grande de nos ressources sans impact majeur sur l'état de santé de la population. C'est-à-dire, on va être sans arrêt en réaction à essayer de boucher des trous, de répondre aux urgences, sans qu'on voit en vérité un état de santé, d'amélioration de l'état de santé de la population dans son ensemble. Je crois que vous avez quelques supports pour illustrer votre propos. Oui, tout à fait. Donc, Émilie, est-ce que je te laisse lancer Oui, c'est bon. Attendez, hop. Et donc, ça, quand vous pensez, disons, à l'hôpital et au système de santé, c'est ce qu'on a en tête. Hein? C'est quelqu'un qui va à l'hôpital pour une opération, on lui fait l'opération, il ressort et ça se passe bien. C'est toujours vrai, mais aujourd'hui, le fond a réellement changé. C'est-à-dire que, là, c'est les données qu'on a données ici, les dépenses liées aux pathologies chroniques aujourd'hui représentent de très loin une part majoritaire des remboursements de l'assurance maladie et c'est une part qui va en augmentant rapidement. Et comme je disais, ben, les gens, là j'ai illustré mon propos avec le diabète, mais c'est tout aussi vrai pour l'insuffisance cardiaque, pour la BPCO, pour les cancers bien sûr, pour l'insuffisance rénale, ainsi de suite. Les personnes qui ont des pathologies chroniques consomment plus et consomment plus, par exemple, d'hôpital. Et ce qu'on voit, c'est que, et là ça pose la question de la coordination des acteurs, ben, non seulement ils consomment plus l'hôpital, mais leur mode de fonctionnement, leur mode de consommation, ben, ils arrivent beaucoup, ce qu'on voit dans les urgences aujourd'hui, ce sont des gens qui sont atteints de pathologies chroniques et qui souffrent de décompensation, de problèmes liés à leur pathologie. Donc, la situation en France est complexe, on peut le dire comme ça, mais aux États-Unis, elle est dramatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de 10% des Américains ont un diabète. Et plus vous augmentez forcément dans la pyramide des âges, plus cette proportion augmente. Et donc là, vous avez une double, en fait, un effet qui se coule, si je puis dire, où vous avez des gens qui ont des pathologies chroniques et qui sont en plus âgés, avec les enjeux de santé que pose l'âge. Pareil, en Europe, le nombre de personnes diabétiques a doublé en moins de 20 ans. Et ce sont des gens qui consomment plus, on va le voir. C'est la même chose, le vieillissement, et je suis certain, Futurib, que vous en avez parlé. On a une population qui vieillit, de plus en plus de gens âgés, c'est tant mieux, mais ce sont des gens qui consomment plus de santé et qui ont des besoins supérieurs. Donc, la logique, si vous voulez, des besoins, elle est celle-là. Si vous regardez cette pyramide, donc ça, c'est des données qu'on a été amené à produire dans le cadre du modèle dont on va vous parler plus tard, donc qui sont basées sur la consommation nationale, donc les bases nationales de données de consommation d'établissements, donc pas seulement d'hôpitaux publics, mais tout type d'établissement. Ce qu'on voit, c'est qu'un Français moyen, donc qui est la strate 0, donc quelqu'un comme vous et moi, mais aussi quelqu'un qui a un cancer, en moyenne, va coûter à peu près 3 000 € tous les 5 ans en frais d'hospitalisation. Donc ça, c'est toute population confondue. Si par malchance, vous développez un diabète, et là, nous, on a repéré quand même près de 655 000 personnes dans ce cas, eh bien, on triple tout de suite la consommation d'hôpital. Donc, on passe de 3 000 à près de 10 000 €. Donc, ça fait déjà une bonne somme. Si votre état de santé se dégrade, donc on devient une personne un peu plus compliquée dans le diabète, on double encore la consommation et ainsi de suite jusqu'à aboutir à quelqu'un qui souffre de plusieurs pathologies, donc diabète plus insuffisance cardiaque plus, etc. Eh bien, vous voyez que ce sont des gens qui consomment énormément d'hôpital, mais aussi, bien sûr, de soins de ville et de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, la consommation de biens hospitaliers c'est un bon indicateur, en fait, de la demande en services de santé.
Et donc, on voit en regardant cette pyramide, qui en vérité illustre très, très bien ce qu'on veut dire, en fait, l'enjeu de nos systèmes, c'est tout simplement d'éviter que les gens deviennent malades, d'une part, et d'autre part, s'ils deviennent malades, s'ils n'ont pas de chance, on a un diabète, éviter que leur état se dégrade. Puisque on voit que quand on entre après, on commence à monter dans cette pyramide, ben forcément, la personne a une qualité de vie qui est très dégradée, mais ça génère en plus des demandes en soins qui sont énormes et des coûts qui sont énormes. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait intégrer les systèmes de santé? On en a déjà parlé. On voit que, vous l'avez dit, François, aujourd'hui, les dépenses de santé, c'est à peu près 13% de la richesse nationale. Mais en parallèle, on estime qu'il y a au moins 20% des dépenses de santé qui, en vérité, soit n'ont pas d'impact sur la santé, soit ont un impact négatif sur la santé. Donc, impact négatif comme des complications qui sont liées à des erreurs à l'hôpital, des maladies qui sont liées à des erreurs médicamenteuses. C'est-à-dire qu'on prescrit, le patient prend le mauvais médicament, il devient plus malade, mais aussi des examens qui sont refaits 2 fois alors que ce n'est pas nécessaire. En fait, en vérité, tout le monde a déjà vécu ça. C'est-à-dire devoir refaire des examens parce que l'information n'a pas été transmise, devoir refaire des radios parce que, etc. Et donc, tout ça, en vérité, ce sont des dépenses qui n'ont aucun impact sur la santé. Et donc, ça, on estime que si on avait, ce n'est pas non plus une grande révolution scientifique, hein, mais si on avait des acteurs de santé qui travaillaient mieux ensemble, eh bien, on pourrait probablement travailler sur ces dépenses inutiles. Et donc, très clairement, il est estimé, et c'est démontré, on va vous donner plusieurs exemples, que des organisations plus intégrées, donc qui vont encore même plus loin que la coordination entre professionnels, mais bien qui travaillent sur des processus cliniques uniques, sont à la fois plus efficaces en termes de santé et plus efficientes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de produire plus de santé pour moins cher. Et ça, c'est un mouvement qui touche à peu près de la planète entière. C'est-à-dire qu'on voit un mouvement partout sur la planète autour de l'intégration des systèmes de santé. Les États, les régions vont chercher à intégrer l'ensemble des offreurs de services dans leur système de santé. On a commencé par essayer d'intégrer les services autour des patients coûteux et complexes, donc les gens qui ont plusieurs pathologies, et ça, on a eu beaucoup d'expérimentation en France autour de ça, en disant qu'il faudrait des gestionnaires de cas, hein, une personne qui est âgée, polypathologique, en Alzheimer, qui doit évidemment parler à plein de gens, voir plein d'intervenants. On va mettre un gestionnaire de cas pour mieux coordonner les actions. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, l'enjeu, bien sûr, il est de répondre à ces besoins-là, mais il est d'éviter fondamentalement que les gens ne deviennent coûteux et complexes. C'est-à-dire qu'une fois qu'une personne est polypathologique, les gains qu'on peut espérer en matière de santé sont minimaux. Ce qu'on va chercher à faire, c'est essayer de lui rendre la vie la moins difficile possible, mais on ne transformera jamais cette personne en marathonien. Et donc, l'idée, c'est de dire, en vérité, l'effort, le travail doit se porter vraiment sur plutôt la base de la pyramide qu'on a vue tout à l'heure pour essayer d'éviter que les gens deviennent malades. Donc, on le disait, prochaine diapo, si vous tapez... alors, voilà, ça, qu'est-ce qu'il faut faire très schématiquement pour un système de santé? Et ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver à travers le monde, hein, Émilie, si vous tapez sur Google quadruple objectif ou malheureusement, ça me peine de le dire, mais quadruple aim, donc beaucoup en anglais, hein, ou triple aim, triple objectif, c'est quelque chose que vous allez retrouver un peu partout sur la planète Terre. Et c'est vraiment l'idée de dire, mais pour assurer l'avenir de notre système de santé, sa capacité à répondre à long terme aux besoins, il faut viser en même temps 4 objectifs. Il faut viser l'amélioration de la prise en charge de chaque patient individuellement, l'amélioration de la santé d'une population dans son ensemble, l'amélioration de la qualité de travail des soignants, qui est un gros enjeu aujourd'hui, et l'amélioration dans l'utilisation des ressources qui existent aujourd'hui. On voit bien que sur le terrain, énormément de choses existent déjà. L'enjeu, c'est plus de les faire travailler ensemble, de les faire se parler pour que le dispositif de sport santé, eh bien, il discute avec l'hôpital ou avec le médecin traitant pour être en mesure de proposer une offre de sport santé quand c'est nécessaire. Et donc, cet enjeu de dire, on a un impératif de mieux faire travailler ensemble les ressources qui existent, c'est un élément extrêmement important. Et donc, fondamentalement, l'idée, c'est ce qu'il faut viser comme système de santé, c'est ce quadruple objectif.
Ce quadruple objectif, on va le retrouver à travers le monde. Donc, on vous a mis quelques exemples assez connus. Bien sûr, aux États-Unis, on m'en parlait un peu. Au Québec, on retrouve un peu cette philosophie. Si vous allez regarder en Nouvelle-Zélande, d'excellents systèmes de santé intégrés. Donc, vous pouvez taper Triple Aim New Zealand. Vous allez tomber sur des très, très beaux exemples. Singapour, pareil, c'est un système qui est très orienté, très intégré, visant le maintien en santé d'une population. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout sur la planète. De même, c'est quelque chose qui tend à se généraliser en Europe. Si vous allez regarder, par exemple, le système de santé de la région Vénétie, c'est un excellent système de santé intégré qui a d'ailleurs fait ses preuves pendant la COVID, où en Vénétie, il y a eu beaucoup moins de morts qu'en Lombardie, parce qu'ils avaient un système intégré avec une première ligne très, très, très réactive, où vous étiez capable facilement de suivre des grosses cohortes de population et donc d'ajuster leur offre aux besoins. Si vous regardez, pareil, en Espagne, où le système est régionalisé, le système de santé catalan est un système de santé intégré, très bon système. Pays Basque, pareil, très bon système. Il y a aussi des expériences très prometteuses. Gesundes Kinzigtal, Émilie, tu vas en parler en Allemagne, c'est un système qui marche bien. Au Danemark, un pays dont on parle souvent. En Belgique, il y a des expériences pilotes. Et ce qui est aujourd'hui le plus grand système de santé publique au monde, le NHS England, donc le système de santé britannique, anglais, est en train de se transformer aujourd'hui pour devenir un système de santé intégré. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme dynamique? C'est un peu ce que je disais avant d'entrer dans le concret de quoi ça a l'air un système intégré. On voit que dans tous ces systèmes, il y a un gros changement dynamique. Comme je le disais, quand on a commencé, si vous tapez encore, si vous faites des recherches, les travaux autour de l'intégration des soins, ça a commencé beaucoup autour des personnes âgées, complexes, polypathologiques. Et donc, il y a eu un mouvement, d'ailleurs, qu'on a connu en France, autour de l'intégration des services pour les personnes âgées polypathologiques. Donc, en France, on a eu, par exemple, les Maya, les CLIC, toute une série de dispositifs qui devaient essayer de coordonner les services autour des personnes coûteuses, âgées et complexes. Depuis 2010, très clairement, il y a un changement de perspective partout en disant non, ce qu'il faut, c'est en vérité travailler pour éviter que les gens deviennent malades. Et donc là, c'est un changement de logique parce qu'on travaille sur des très, très gros volumes de population. Donc, c'est plus seulement les 124 habitants polypathologiques de la communauté de communes. Là, on va être sur des très gros volumes de population, plusieurs milliers, où on va chercher en vérité à faire des choses plus simples, mais de façon systématique, pour éviter que les gens... Donc, systématiquement, ne pas rater les visites de prévention, ne pas rater l'examen du pied quand il doit être fait, ne pas rater le fond de l'œil quand il doit être fait, ne pas rater la visite chez le médecin généraliste, pour éviter justement que les gens deviennent malades, ce qui veut dire aussi un gros travail avec les populations et les patients eux-mêmes, pour qu'ils deviennent et qu'ils participent en fait directement à leur maintien en santé, au même titre que les diabétologues ou les médecins traitants. Donc, on voit très clairement au niveau mondial une réorientation de l'action des systèmes de santé vers le maintien en santé et le travail sur les gros volumes. Ce qui veut dire, bien sûr, qui dit gros volume, dit un travail forcément intégré de beaucoup d'acteurs de santé. Donc, on voit bien que si on travaille sur 10 000 résidents de l'Aube atteints de diabète, bien forcément, ce n'est pas le travail de l'hôpital tout seul. Ça doit nécessairement être le travail de l'hôpital, de la ville, des médecins généralistes, des infirmières, des pharmaciens, des podologues, de tout ce que vous voulez, parce que c'est beaucoup de monde qui se balade en vérité un peu partout et qui, heureusement, ne passe pas toute sa vie à l'hôpital. Donc, comment ça se passe en pratique, Émilie? Alors, donc, l'idée là maintenant, c'est qu'on va vous présenter différents exemples internationaux. Alors, peut-être la première précaution oratoire, c'est que d'une part, il n'y a aucun pays qui a complètement trouvé la solution aux problèmes de santé de la population. Et donc, tous les problèmes ont tous les systèmes de santé ont des problématiques différentes et des organisations différentes. Mais ce qui est intéressant, comme le disait Antoine, c'est qu'il y a une dynamique internationale vers ces modèles d'intégration des soins qui balbutie un peu en France, on le verra à la fin de la présentation. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir regarder ce qui se fait ailleurs. Donc, il y a deux modèles d'intégration. Il y a les intégrations verticales, donc je vais vous expliquer ce que c'est, et les intégrations horizontales. Si on commence par les intégrations verticales, donc c'est des organisations qui sont plus structurelles, systémiques.
Le modèle dont tout le monde parle, qui fait vraiment l'unanimité, c'est le modèle de Kaiser Permanente. Donc, c'est un groupe de santé de Californie, donc basé à Oakland, qui réunit à la fois, donc c'est une structure juridique, un seul établissement, qui réunit une assurance maladie, des hôpitaux et des médecins. Donc, voilà, tous ces éléments travaillent ensemble, c'est pour ça qu'on dit que c'est intégré. Et donc, tous ces acteurs proposent des soins coordonnés qui sont coordonnés grâce à l'alignement des parties prenantes. Donc, l'assurance maladie est vraiment chevillée avec l'offre de soins. Donc, c'est une structure qui est ancienne, hein, qui date de 1945. Ils sont sur une population de 12 millions d'assurés, donc avec des grosses échelles d'action. 39 hôpitaux, 727 cabinets médicaux. Donc là, on voit bien que c'est vertical puisqu'ils ont tous les niveaux de l'offre de soins, des soins primaires aux soins les plus spécialisés. Et ils ont donc voilà, plus de 216 000 salariés et un budget de fonctionnement qui est important, et dont ils consacrent une importante partie à un budget informatique, puisque un des éléments vraiment clés pour la réussite des systèmes de santé intégrés, c'est les systèmes d'information pour pouvoir connaître la population dont on s'occupe et répondre à ses besoins. Les caractéristiques du modèle de Kaiser Permanente, c'est déjà qu'ils ont stratifié la population en fonction de leurs besoins et de leurs risques. Donc, c'est la pyramide dont nous parlait Antoine. Ils ont identifié quelles étaient la population avec le moindre niveau de besoin jusqu'à la population la plus à risque et ayant le plus de besoins. Ce qui leur permet de cibler leurs interventions en fonction des conditions spécifiques des patients. Il y a un accent qui est mis sur la prévention et l'autonomisation du patient, avec beaucoup de ressources qui sont mises en ligne, à la fois des vidéos, des supports, pour que le patient puisse lui-même se prendre en charge et essayer de rester en bonne santé. Kaiser Permanente a aussi mis en place des systèmes de disease management et de coordination de parcours. Donc l'idée, c'est que pour la population qu'on identifie qui a du diabète, on met en place des actions et des parcours d'action qui sont les mêmes, qui sont systématiques pour tous et qui permettent d'essayer de les accompagner dans leurs soins, de les garder en bonne santé et d'éviter qu'ils se dégradent. Pour les patients les plus complexes, il y a des systèmes de gestion de cas individualisés. Donc, ça va être une infirmière, une assistante sociale qui va du coup accompagner les patients pour naviguer le système de soins et être sûr qu'ils réussissent à accéder aux soins dont ils ont besoin et que leur état de santé ne se dégrade pas. Et puis, donc, je le disais, il y a une utilisation intensive des systèmes d'information avec 25% des investissements qui y sont consacrés, ce qui leur permet de vraiment connaître leur population et structurer et piloter des services. Et puis donc, ce qui change aussi par rapport à ce qu'on peut connaître, c'est que les cabinets de médecins généralistes sont en fait des cabinets multidisciplinaires où viennent intervenir les spécialistes, y compris les spécialistes hospitaliers, où sont aussi présents des assistants sociaux, des infirmiers, tout un ensemble de professionnels qui travaillent ensemble. Et donc, ça permet, aussi grâce au système d'information, que chacune de ces personnes, de ce professionnel de première ligne, soit informé de la situation du patient et que, par exemple, si vous allez voir votre podologue pour un problème, il puisse vous dire « Ah, mais j'ai vu que vous n'avez pas fait votre mammographie. Est-ce que vous voulez que je vous prenne rendez-vous ?» Et directement, le rendez-vous peut être pris et le patient est réintégré par ces biais-là dans le système de santé. Donc, c'est de cette manière que c'est intégré. Les résultats de Kaiser Permanente, donc c'est déjà une population en meilleure santé. Par exemple, ils ont réussi à baisser le nombre de fumeurs par rapport à la population américaine entre 2002 et 2005. Ils réussissent à réduire la pression sur les services. Donc, par exemple, en réduisant la mortalité due aux maladies coronariennes. Donc, en faisant de la prévention, on fait en sorte que moins de personnes aient des accidents cardiaques. Ils ont des excellents résultats cliniques. Donc, les États-Unis classent très souvent leurs services et donc le Kaiser Permanente est très souvent bien classé. C'est un des meilleurs employés pour les professionnels, les meilleurs employeurs pour les professionnels. Donc là, on retrouve, vous voyez, les éléments du quadruple aim, donc du quadruple objectif dont Antoine vous a parlé. Et puis, donc, ce qui est intéressant, notamment pour la branche assurantielle, c'est qu'ils ont des résultats financiers exceptionnels avec une marge opérationnelle en 2020 de 2,2 milliards de dollars. Donc, on voit que cette organisation est efficiente et efficace pour les patients. Donc, ça, c'est voilà, l'exemple un peu dont on parle toujours, qui est toujours très impressionnant.
Donc vous me direz, oui, les États-Unis, c'est pas pareil, ils ont plein d'argent, ils font toujours les choses différemment. Nous, ça pourrait pas marcher comme ça. Eh ben, écoutez, on va aller plus près de chez nous. Le NHS England, donc le système de santé national d'Angleterre, qui est un système public, donc quasiment à très, très, très grande majorité publique. C'est l'un des plus gros systèmes qui est financé par l'impôt. Il est gratuit au point d'accès, donc le tiers payant intégral. Et donc, ce système-là s'est lancé dans l'intégration de son système de santé. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont commencé un peu de la même manière que nous, on a pu le faire avec les groupements hospitaliers de territoire, les fameux GHT, en regroupant leurs hôpitaux dans des trusts hospitaliers. Donc, c'est des groupements d'hôpitaux. Et puis, ils ont aussi travaillé avec les médecins généralistes. Donc, ils ont regroupé au sein de réseaux de santé intégrés, donc les Primary Care Network. Sachant que ces médecins généralistes, ces médecins libéraux ne sont pas des fonctionnaires, mais ils sont sous contrat avec le NHS et sont payés par capitation, c'est-à-dire qu'ils ont la charge d'une population dans un quartier ou sur un territoire et que le NHS leur verse une rémunération qui va être proportionnelle à la population et modulée en fonction de ses besoins. Il n'y a pas de liberté d'installation comme on la connaît en France au Royaume-Uni. Il y a des territoires qui se libèrent sur lesquels le médecin généraliste va pouvoir venir s'installer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces médecins généralistes travaillent dans des cabinets qui, là aussi, sont pluridisciplinaires, un peu comme à Kaiser Permanente, avec toute une équipe. Et du coup, donc, il va être là aussi des coachs de santé, des infirmiers, des kinés, etc. Et donc, ces cabinets généralistes sont responsables d'une population et non plus seulement de patients individuels. Alors, comment ça se passe cette réforme du NHS? Alors, eux, ils ont fait une réforme qui est à la fois verticale et horizontale. Ce qui est déjà intéressant de voir, c'est que c'est un projet de loi qui est entré en vigueur le 1er juillet 2022. Donc, on est vraiment en plein au cœur de l'actualité. Et c'est, comme les Anglais aiment le faire, une refonte complète de l'organisation du NHS. Donc, ce n'est pas la première. Hein, depuis 10-15 ans, il y a eu plusieurs réformes en profondeur de l'organisation du NHS. Mais cette fois-ci, ils ont vraiment décidé de partir sur les systèmes de santé intégrés. Donc là, c'est 42 systèmes intégrés qui ont été créés. Ces systèmes de santé, ils sont de 3 niveaux. Donc il y a un niveau local, c'est les quartiers. C'est un peu l'équivalent de nos CPTS au niveau des territoires des CPTS en France, avec 30 à 50 000 habitants sur ce territoire. Et donc, il y a une organisation qui est mise en place pour prendre en charge et accompagner cette population. Au niveau territorial, donc c'est les places, là c'est des structures plus grosses qui vont être l'équivalent de nos départements et du coup du territoire des GHT, des groupements hospitaliers de territoire, avec 250 000 à 500 000 personnes. Et puis ils ont un niveau systémique, donc c'est ces 42 Integrated Care Systems, où il y aura plutôt 1 million à 3 millions d'habitants. Au sein de ces différents niveaux de territoire, en fait, on abandonne la logique de concurrence entre les acteurs au profit d'une logique de coopération. Et donc, il y a un contrat qui est signé, il y a une structure qui est mise en place à ce niveau-là entre les différents acteurs préexistants. Donc, on ne fusionne pas forcément les structures qui, de toute façon, appartiennent globalement au NHS, mais on les fait travailler ensemble et surtout, on les fait travailler à la rédaction d'une stratégie de santé et de son suivi opérationnel. Et là aussi, très explicitement, ces structures, donc ces systèmes qui regroupent les différents acteurs, se voient assigner le triple objectif dont on vous parlait, réussir à ce que la population du territoire soit en meilleur état de santé, qu'ils bénéficient quand ils en ont besoin d'une meilleure prise en charge et qu'il y ait une meilleure utilisation des ressources au sein du système. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon d'organiser les pièces du puzzle. Donc, je pense que le puzzle, on a à peu près tous les mêmes pièces, mais là, c'est de dire, voilà, comment on fait en sorte que toutes nos pièces du puzzle s'intègrent de manière un peu plus efficiente et répondent au mieux aux besoins de la population. Donc, on voit ici que sur un système public globalement et complexe, il est possible de faire des restructurations d'ampleur. Bon. La création d'une nouvelle structure juridique comporte toujours le risque de créer un peu des nouvelles usines à gaz qui vont être très lourdes, où on va se concentrer d'abord sur les aspects juridiques et structurants avant de vraiment se concentrer sur les prises en charge et les besoins des patients. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu vous présenter aussi des modèles d'intégration horizontale qui sont du coup plus sous la forme plus léger en fait à mettre en œuvre et plus sous la forme
contractuelle qui permet de garantir l'autonomie des différents acteurs. Alors, le premier exemple, qui date déjà depuis du début des années 2010, donc on ne parle pas d'évolutions qui sont récentes, c'est vraiment des modèles qui ont quand même de l'ancienneté. Donc, le modèle dont on parle, c'est les Accountable Care Organizations, donc c'est les ACO, c'est des organisations de soins responsables qui ont été mises en place dans le cadre de la réforme Obamacare qu'on connaît bien aux États-Unis. Là aussi, leur objectif, c'est le triple objectif, donc meilleure santé de la population, meilleure prise en charge et meilleur coût. Et là, on n'est pas sur un État qui va décider comment regrouper de manière un peu volontariste les structures. On est sur un regroupement volontaire d'un ensemble d'acteurs de santé. Donc, c'est des acteurs qui décident de travailler ensemble. Ces acteurs, ça va être des cabinets de ville, des EHPAD, des systèmes hospitaliers. Et donc, ces acteurs vont décider de travailler ensemble et s'engager à atteindre des résultats sanitaires et financiers vis-à-vis d'une population. Ce regroupement volontaire, il prend la forme d'un contrat entre ce groupement, donc cette coalition ad hoc d'acteurs sur un territoire, et un assureur. Donc, à l'origine, c'était porté par les assureurs publics, Medicare et Medicaid. Et puis, rapidement, des assurances privées ont vu leur intérêt et, du coup, se sont aussi lancées dans la démarche, ce qui fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a 1200 de ces groupements ACO avec un total de 33 millions d'assurés. Alors, qui sont les acteurs dans ces comptes qui sont regroupés par ces contrats de coopération? Donc, à la base, on part sur une population qui est ciblée. Donc, ça va être la population des assurés de telle ou telle assurance. Et puis, du coup, autour de cette population, on va avoir un système hospitalier, les cabinets médicaux, les spécialistes et puis des ressources sociales. Donc, la base, c'est vraiment le contrat entre les acteurs de santé et avec les assureurs. Il y a toujours une gouvernance partagée et l'idée, ce n'est pas que ce soit l'hôpital qui décide et qui domine le groupement. C'est vraiment l'idée d'avoir un groupement avec des acteurs qui sont des égaux et une responsabilité collective. C'est-à-dire que ces acteurs sont responsables de la qualité de l'état de santé de la population et avec une forte augmentation sur la prévention. Ce qui est important, il y a les deux aspects qui sont présents. C'est un engagement sur les résultats de santé. Donc, il y a 24 indicateurs qualité que ces organisations doivent respecter. Et puis, une rémunération à la performance. C'est-à-dire que si la population soignée par ce groupement a des dépenses, entre guillemets, a moins besoin de soins qu'une autre population comparable, et donc coûte moins cher qu'une population comparable, le système, les acteurs vont pouvoir garder les économies qui sont générées. Ce qui, du coup, est un incitatif à bien travailler et à garder la population en bonne santé et avec moins de soins. Les indicateurs qualité sont là pour éviter le risque que, du coup, on propose juste moins de soins et que, du coup, il y a un évitement du système et un effet négatif. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un gros travail sur les systèmes d'information. Donc, il faut absolument que tous ces acteurs communiquent entre eux, partagent des dossiers médicaux, partagés, etc. Et puis qu'il y a une couche d'analytique. Ça, c'est l'intelligence artificielle nous permet de faire ça aujourd'hui pour prédire un peu les besoins de la population, les évolutions et pouvoir y répondre de manière adaptée. Là aussi, donc en 12 ans, il y a eu des résultats qui ont été démontrés en matière de qualité de service. Donc, les ACO améliorent la qualité des soins, ils améliorent l'expérience patient sous plusieurs dimensions. Le patient est plus actif dans sa prise en charge, il y a une meilleure communication, il y a une meilleure fluidité des services de la communication. Je pense qu'on l'a tous vécu, comme disait Antoine, si le médecin spécialiste qu'on va voir est déjà au courant, a accès aux informations de vos tests précédents, a le compte-rendu de votre médecin généraliste, et que vous avez l'impression que c'est bien coordonné et que votre prise en charge, il n'y a pas de perte d'informations, votre expérience patient, elle est meilleure. Il y a une amélioration de l'utilisation des services, donc réduction des hospitalisations, réduction du recours aux urgences. En étant mieux coordonné, on peut relativement facilement réduire le recours aux urgences. Il y a une amélioration des actions préventives et de la coordination des parcours chroniques, et puis des résultats financiers qui sont quand même assez modestes, mais qui sont réels. Les ACO ont pu récupérer près de 1,5 milliard de dollars pour leurs activités, et les assurances maladie aussi. Donc, c'est vraiment un système qui est gagnant-gagnant.
Et puis, donc, il y a une restructuration de l'offre avec beaucoup de fusion-acquisition et de reconfiguration des systèmes, notamment avec un lien plus fort entre les hôpitaux et les soins primaires, voire des achats des soins primaires par les hôpitaux. Un autre exemple, là aussi, pour contrebalancer l'effet États-Unis, c'est un modèle qui est développé en Allemagne, donc qui a été créé en 2005 sur l'impulsion d'une entreprise qui s'appelle Optimedis. Et du coup, cette entreprise Optimedis encourage la création de réseaux de soins partagés, comme le réseau de soins partagés Gesund des Kinzigtal, qui est situé pas très loin de Strasbourg, en Allemagne. Là, on a une population qui est de 33 000 personnes qui sont assurées avec des caisses d'assurance maladie locales, AOK et LKK. En Allemagne, il n'y a pas une seule assurance maladie comme on peut avoir en France. Il y a plus d'une centaine de caisses d'assurance maladie privées à but non lucratif. Donc là, c'est 2 de ces caisses qui ont décidé de travailler ensemble sur le projet et qui ont signé un contrat avec un groupement de médecins de famille, de médecins généralistes et un ensemble d'acteurs pour, du coup, essayer d'améliorer la qualité des soins et l'état de santé de cette population d'assurés. Donc, on voit au sein du cercle tous les acteurs qui sont impliqués dans ce contrat-là aussi qui est signé avec l'assurance maladie. Donc, ça va être des médecins, ça va être des EHPAD, des pharmacies, des kinés, des hôpitaux, etc. Et puis, on voit aussi autour tous les acteurs qui doivent absolument être impliqués dans le dispositif pour garder la population en bonne santé. Donc, ça va être des écoles, des jardins d'enfants, des entreprises, parce que la prévention de la santé au travail est vraiment capitale dans le dispositif, des clubs de sport, de fitness, etc. Et donc, tous ces acteurs-là sont impliqués dans le système d'Optimedis. Et là encore, on a donc les personnes au sein du cercle, donc les acteurs du réseau de santé qui signent un contrat avec l'assurance maladie qui leur permet, si la population dont ils s'occupent est en meilleure santé et a moins besoin de soins que la population normale, de garder les économies et du coup de l'investir dans des activités de prévention, dans un club de fitness pour les personnes qui ont des maladies chroniques et qui ont besoin de faire de l'activité sportive, dans du temps pour les médecins généralistes pour s'occuper des patients les plus complexes, etc. Les résultats sont aussi bons. Donc, depuis 2005, il y a une réduction de l'espérance de vie des patients suivis par le réseau est plus longue que celle de la population lambda qui habite dans la région. Il y a des économies, donc quand même 47 millions d'euros entre 2007 et 2017 par rapport à la moyenne nationale. Il y a une satisfaction des professionnels. Ils réussissent à recruter des médecins généralistes alors qu'ils sont en pleine campagne en Allemagne, où c'est aussi difficile qu'en France de recruter des médecins généralistes. Et ces médecins généralistes sont recrutés parce qu'il y a une augmentation des revenus grâce au complément de revenus pour mettre en place des actions de prévention. Et puis, c'est une satisfaction à offrir des soins de qualité. Et puis, il y a des avantages pour la santé des patients. 98% des patients se recommandent le système et 50% se sentent en meilleure santé qu'avant. Donc, on voit qu'il est possible d'intégrer les soins sans créer de superstructures, mais vraiment en mettant en place des dispositifs qui sont contractuels, plus souples et qui permettent vraiment d'améliorer le système de santé autour des 4 objectifs. Alors, c'est merveilleux, hein, votre schéma et vos propositions. Et je vois les réactions de certains des participants qui disent alors, on a les briques en France, mais le jeu des acteurs nous empêche d'aller vers cette voie. On a des vraies contraintes. Alors, est-ce qu'il faut faire la preuve en France par l'expérimentation que ça marche? Et quels sont les voies et moyens pour effectivement engager ce type de dispositif qui, on le voit, ça tombe sous le sens, hein, les résultats sont là et il y a une variété de schémas aussi et d'organisations possibles qui correspondent peu ou prou à ce que beaucoup d'acteurs demandent et réclament depuis peut-être 20 ans. Oui, merci François. Effectivement, c'est les deux questions hein, qu'on a vues dans le chat. C'est est-ce que c'est possible en France et comment on pourrait, disons, goupiller ça d'un point de vue organisationnel? Et surtout, est-ce que les gens y sont prêts et comment on ferait pour avancer, pour aboutir à pas un système américain, un système français, mais qui soit en mesure de viser ce quadruple objectif? Bon, les défis pour le système en France, vous le connaissez, c'est un système, et je pense que tout le monde l'a vécu au quotidien, hein, c'est-à-dire l'accès reste quand même relativement facile, mais c'est un système qui est très, très, très fragmenté, donc avec une accumulation de sigles,
de structure, etc., qui fait que c'est parfois très difficile de s'y retrouver, y compris d'ailleurs pour les professionnels de santé. On a une fracture historique et peut-être plus qu'ailleurs importante entre la ville et l'hôpital, pas très bon sur la prévention, hein, on l'a dit, et c'est un système qui est complexe, vous l'entendez à mon accent, je ne suis pas né en France, croyez-moi, parfois c'est un peu difficile de s'y retrouver. On voit clairement dans les dernières années quand même une dégradation, je dirais, de notre système, qui était un bon système, notamment parce qu'on avait beaucoup de ressources, on avait beaucoup de médecins en France, beaucoup d'hôpitaux, et l'accès était facile, même si ce n'était pas organisé. Malheureusement, ce temps-là est fini. Donc, on voit quand même un affaiblissement du système, mais quand même, on a certaines briques, ça a été dit dans le chat, on a certaines briques qui nous permettent de construire aujourd'hui, notamment la création des groupements hospitaliers de territoire, donc qui sont des organisations qui regroupent tous les hôpitaux publics d'un territoire. La création maintenant des CPTS, hein, donc les communautés professionnelles territoriales de santé, qui regroupent là, plutôt les professionnels de ville. On a, et ça il faut le souligner, un investissement, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut conserver en France, extrêmement fort des professionnels de santé dans le système. C'est-à-dire qu'ils croient vraiment à leur mission et sont prêts à s'y investir. Et ça, c'est un bien très précieux qu'il faut conserver. Et enfin, on a beaucoup de ressources malgré tout, quoi qu'on en dise. 60%, vous me corrigerez François, mais au moins 60% du PIB part en dépenses publiques. Donc, à un moment donné, cet argent-là doit se retrouver quelque part d'une façon ou d'une autre. 13% de la richesse nationale qui part pour la santé. Donc, pareil, ça doit, à un moment donné, on doit retrouver ça quelque part. L'enjeu est plus de comment on fait pour faire travailler tout ça ensemble. C'est un peu la quête dans laquelle on s'est lancé en s'appuyant sur la notion, une notion là, qui nous vient du Québec, de responsabilité populationnelle. Donc, qui est de dire, mais sur un territoire donné, l'ensemble des acteurs de santé, donc public, privé, ville, hôpital, ce que vous voulez, sont responsables du maintien de la santé, du bien-être et de l'autonomie de la population du territoire, en rendant accessible tous les services, un ensemble de services sociaux pertinents, coordonnés et qui répondent de manière optimale aux besoins exprimés et non exprimés de la population. Et cette dimension-là est très, très, très importante, puisque, bien sûr, nous, à l'hôpital, ce qu'on voit, c'est les besoins exprimés, c'est-à-dire les gens qui se présentent aux urgences, mais quid de tous ceux qui devraient aujourd'hui voir un professionnel de santé, qui devraient aujourd'hui avoir une consultation, qui devraient aujourd'hui avoir des conseils hygiéno-diététiques, et ce sont des gens qui sont à risque qui vont devenir malades plus tard. Donc, c'est une définition officielle qui vient de l'Institut national d'excellence en santé publique du Québec, mais qui se retrouve aujourd'hui dans la loi, qui est l'article 19 de la loi santé de 2019. La question pour nous, c'est, d'accord, c'est gentil ce principe, mais comment on fait pour le mettre en œuvre? Donc, ça, c'est une méthode qui a été développée dans un cadre expérimental où on va chercher, comme Émilie a pu le dire, par exemple, dans le cas du NHS, à faire élaborer par tous les acteurs de santé d'un territoire un programme d'action qui est partagé et qui va viser, qui va partir des besoins de santé de la population, donc les besoins qu'on va être capable de quantifier, et qui va viser à garder tout simplement les habitants dans le meilleur état de santé possible, en partant de la prévention jusqu'aux gens qui sont très, très, très malades. Et on va viser systématiquement l'excellence clinique, c'est-à-dire le bon service pour la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Alors, aujourd'hui, quels sont les enjeux? Ce qu'on a cherché à en faire, en vérité, c'est développer un modèle ACO à la française, donc qu'il soit développé en France et qui fonctionne pour la France. Donc, ça doit être un modèle d'intégration clinique. On ne va pas transformer les professionnels libéraux ou les médecins de ville en fonctionnaires hospitaliers ou vice-versa. Donc, mais on doit être capable de faire travailler ensemble tous les acteurs de santé autour d'une population sur des processus cliniques uniques. Le modèle doit être capable de déterminer un mécanisme d'affiliation. Donc, on a de la chance en France, on a une assurance maladie universelle. Donc, ce n'est pas comme aux États-Unis où là, c'est les assurés Kaiser qui sont couverts par Kaiser. Donc, nous, on a une assurance maladie universelle. Mais à l'inverse, contrairement à l'Angleterre, on a très peu, en vérité, de territoires de santé, ou trop. C'est-à-dire qu'on a des territoires de CPTS, on a des départements, on a des régions, on a les communautés de communes, on a les territoires de GHT. Donc, à un moment donné, ça devient très difficile de savoir qui est responsable de quelle personne et de quelle population. Le modèle doit permettre un suivi médico-économique. Donc, on vise le quadruple objectif, qui veut dire aussi meilleure utilisation des ressources,
Donc, on va être capable de suivre en médico-économique à la fois nos actions et nos programmes. On doit éviter des écueils qu'on trouve dans les ACO américains, c'est-à-dire que dans les ACO américains, on remarque qu'il y a beaucoup de rotation, donc des médecins qui décident de se désengager du système ou des patients, en fait, qui se font soigner en dehors parce que l'organisation est trop petite et n'a pas toutes les ressources qu'il faut pour répondre aux besoins. Donc, des gens qui se font soigner en dehors de l'organisation, donc on va chercher à éviter ça. Évidemment, un modèle qui vise la prévention en premier. Et c'est un modèle, et ça, c'est quand même une des particularités, je dirais, encore une fois, en tant qu'étranger, où on aime bien les jardins de la française en France, mais ce qu'on voit en réalité, c'est une extrême diversité de l'organisation ou des ressources des territoires et des besoins. C'est-à-dire que concrètement, la réponse les besoins de santé et la réponse aux besoins de santé en Haute-Saône ne sont pas les mêmes qu'en Bretagne. Et ça, on a beau avoir un ministère de la Santé et un système qu'on prétend centralisé, en vérité, quand vous grattez un peu, et ça, c'est des choses quand même qui sont assez bien démontrées, quand on gratte un peu, on voit une extrême diversité des ressources différentes, des habitudes de travail différentes, et donc, on doit avoir un modèle qui soit solide, mais flexible pour chaque territoire. Aujourd'hui, on teste ce modèle dans 5 territoires pilotes qui couvrent à peu près 1,5 million de population, et on a décidé de développer un modèle complet autour de 2 pathologies. Donc, les personnes atteintes ou à risque de diabète de type 2 et les personnes atteintes ou à risque d'insuffisance cardiaque. On vise dans le modèle à peu près 45 000 personnes, donc résidentes atteintes de diabète, 25 000 personnes atteintes d'insuffisance cardiaque et à peu près 300 000 personnes dans nos 5 territoires qui ont des facteurs de risque pour l'une ou l'autre pathologie. Et donc, on voit que le modèle, c'est vraiment de viser le maintien en santé de ces populations et on le teste donc dans ces 5 territoires pilotes. Comment le modèle fonctionne? En fait, c'est un peu ce que je vous disais. On a un modèle unique, donc on a un système qui nous permet de partager une méthodologie entre les 5 territoires, donc de conduite du programme. On a un modèle qui nous permet, sur la prochaine diapo, d'avoir en fait une stratification des besoins de santé qui est la même pour tous, c'est-à-dire que les caractéristiques cliniques d'un patient dans la strate 1 du diabète sont les mêmes dans l'Aube ou dans le Var. Ça, ce sont les mêmes médicaments, etc. Et l'enjeu pour nous, c'est bien que tous les intervenants aient une vision partagée de l'état de santé d'un patient et des actions à effectuer. Après, ce qui va changer dans le modèle, c'est bien sûr qui fait les actions. Donc, si on se dit, par exemple, que tous les patients de la strate 2 du diabète doivent avoir 3 examens du pied dans l'année, eh bien, dans certains territoires, ces examens vont être faits par des podologues parce qu'il en reste encore beaucoup. Dans d'autres territoires, ces actions vont être faites par des infirmières parce qu'il n'y a plus de podologues. Mais l'enjeu, c'est bien la réponse aux besoins de santé du territoire et non pas le fait de dire qu'il faut impérativement un podologue pour chaque personne qui a du diabète, parce que ça, on n'y arrivera pas, tout simplement. C'est tout simplement impossible. L'enjeu, c'est bien de s'assurer que chaque action qui doit être faite, chaque médicament qui doit être donné, soit systématiquement donné, peu importe, dans le fond, le professionnel ou la structure qui intervient. Et donc, on est capable, avec ces outils de stratification et d'analyse de données qu'on a développés, de projeter sur chaque territoire les volumes de population qu'il y a dans chaque strate, en vérité, de nos populations, donc diabète, insuffisance cardiaque, et on a des standards de prise en charge qui sont les mêmes partout. Donc, c'est les fameux logigrammes que vous voyez sur la diapo. Et après, sur le terrain, ben, les gens ils vont, en vérité, trouver les vrais patients et après, les classer dans une strate de cette pyramide et leur proposer un parcours adapté en fonction des ressources du territoire. Et donc, ce que le système permet de faire, c'est bien sûr de calibrer les ressources en fonction des besoins. Donc là, le modèle nous permet de savoir si la recherche médicale ou le savoir médical nous dit qu'il faut 2 examens du fond de l'œil pour chaque personne diabétique de la strate 2, ben, ça nous dit que dans l'Aube, il faut faire 4198 ou 188, je ne veux pas dire bêtise, 4188 examens de l'œil dans l'année. Et donc, ça nous permet de calibrer les ressources. Donc, le modèle aujourd'hui se déploie très bien dans les 5 territoires pilotes. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et on est assez solide. Donc, on a choisi délibérément des territoires dans des régions différentes
pour pouvoir justement tester la reproductibilité du modèle. C'est-à-dire, en gros, si le modèle fonctionne en Haute-Saône, dans l'Aube, dans le nord de la France, en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, probablement qu'il peut fonctionner partout. Et donc, là où avec Philippe Elsaïr, là où on a mené la réflexion, c'était de se dire, en vérité, il faut construire sur cet acquis et élargir immédiatement ce modèle. C'est quelque chose qui ne requiert pas un texte de loi ou une révision constitutionnelle. C'est quelque chose qu'on peut faire immédiatement et en demandant, là, cette fois-ci, au territoire, et on a le sentiment aujourd'hui qu'on a atteint la maturité nécessaire pour le faire. Hein. Le COVID, malgré tout, a rapproché beaucoup les gens, de dire, mais écoutez, vous vous présentez d'office avec un consortium, ville, hôpital, donc les GHT, mais aussi le privé, les professionnels libéraux, les CPTS, les collectivités de votre territoire, les associations de patients. Et ça, ce sera le consortium qui va, entre guillemets, porter votre projet de santé, un peu comme les ACO à l'américaine. La méthodologie, on l'a vu, elle est toujours la même en vérité, de conduite de projet, de construction de programmes d'action. Ça, c'est toujours la même méthodologie, peu importe la population que vous allez viser. Et donc, l'idée, c'est que là, on pourrait ouvrir, on a développé, nous, tout le modèle autour de 2 pathologies. En vérité, en faisant entrer notamment les CHU dans le système, où là réside vraiment le savoir médical de pointe, on est capable, en fait, d'élaborer des outils de stratification pour d'autres populations. Donc, on pourrait tout à fait, je voyais une question sur la santé mentale, c'est un vrai sujet énorme, et on pourrait imaginer, et ce qui est le cas de Kaiser, hein, d'ailleurs, Émilie, ou de par les systèmes intégrés, ils ont des programmes de ce type sur la santé mentale. Donc, ils ont des programmes pathologie chronique, ils ont des programmes personnes âgées, et ils ont des programmes santé mentale. Et c'est quelque chose qu'on se dit, avec l'intégration de CHU dans le modèle, là, on peut aller chercher cette compétence scientifique qui est nécessaire pour développer de nouvelles, en vérité, populations. Le modèle de financement serait celui qui a été exposé pour les ACO, c'est-à-dire on va calculer la dépense totale de santé des résidents de ces territoires. Et si nos acteurs de santé réussissent à maîtriser cette dépense par rapport à une population comparable, eh bien, ils peuvent récupérer les économies qu'ils ont générées pour la société. Donc, c'est bien une récompense, si on veut, collective pour une action collective. Donc, ce n'est pas chaque médecin qui est payé plus, c'est l'organisation, le consortium qui recevrait ce bonus. Ça permet aussi de tester et de déployer la technologie qui est nécessaire. C'est-à-dire que là, comme on voit qu'on est sur un modèle qui est reproductible et qui vise d'emblée des grosses échelles, en vérité, on est en capacité là de développer et ou d'importer de la technologie existante et qu'on est en un bon niveau de certitude que cette technologie va fonctionner et va pouvoir être utilisée partout. C'est-à-dire qu'en gros, des modules de stratification, des modules de recherche de risque ou des modules d'intelligence artificielle pour mieux cibler des patients, ben, on va les utiliser à Nantes, mais en vérité, la même question se pose à Vesoul et la même question se pose à Limoges. Donc, les technologies qu'on développe dans ce type de modèle-là sont très facilement, pardon de l'anglicisme, mais scalable, donc amenables à l'échelle. Et ça permet de viser, de créer aussi des champions français dans un secteur qui est extrêmement concurrentiel aujourd'hui au niveau mondial et où, il faut le dire, quand même, on est en train de prendre un sacré retard, c'est-à-dire autour des outils de gestion de population. On voit que même en Espagne, ils ont une grosse longueur d'avance sur nous. Et donc, ça, ce serait vraiment la proposition qui serait faite, en vérité, ben, qu'on souhaite mettre dans le débat, qu'on souhaite évidemment porter à l'attention des autorités. On voit que le nouveau ministre a la prévention dans son titre, ce qui est important. Il y a une ministre qui vient d'être nommée à la territorialisation. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est maintenant, les gens, aujourd'hui, peut-être qu'on ne l'aurait pas dit il y a 10 ans, les professionnels de santé et les collectivités aussi, il faut le dire, sont prêtes à ce changement de modèle. Ce qu'ils attendent, en vérité, c'est un signe, ce qui ne veut pas dire que ça va être facile et que tout va toujours bien se passer. Mais aujourd'hui, on a le sentiment qu'on a un modèle qui fonctionne et qu'on est prêt à amener à l'échelle et où on veut aussi mobiliser, profiter de l'excellence qu'on a dans nos hôpitaux universitaires pour la mettre au service de l'ensemble de la population et aussi de l'ensemble des professionnels de santé. Et donc, c'est vraiment la proposition, c'est de prendre la décision d'élargir tout de suite le modèle à 40 territoires pilotes, justement pour en faire des pilotes en vue d'une généralisation d'un modèle de ce type.
Donc voilà, François, c'est formidable. Alors, il y a plein de questions, évidemment, et à la fois dans le chat, et puis j'ai quelques questions de précision avant de reprendre les questions du chat et de l'ensemble des personnes présentes. Pour l'expérimentation en France, vous aviez indiqué qu'elle a commencé en 2018. Oui. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans, c'est encore assez court. Oui. Le retour d'expérience, vous pensez pouvoir l'établir à quel horizon? C'est-à-dire qu'on a… Parler d'un séquençage, hein, expérimentation sur 5, après sur 40. Donc, en gros, ce serait quoi le… Ce que je dirais dans le déroulé de l'expérimentation depuis le début, il y a des choses qui ont pris beaucoup de temps et qui aujourd'hui sont faites. C'est-à-dire que le modèle organisationnel lui-même a pris du temps à construire et surtout les outils scientifiques, donc les outils de mobilisation des données de santé, de la stratification des populations. Donc, on a vraiment cherché à reproduire avec ce qu'on a en France, hein, mais les outils stratégiques d'organisation comme Kaiser, etc. Donc, ça a été un très, très gros travail avec les sociétés savantes, bien entendu, donc diabète, cardiologie, un travail de revalidation après avec des professionnels de ville pour être certain que ça leur convienne. Donc, ce travail-là scientifique a été en vérité assez long. Après, il y a un travail où là, on entre vraiment dans le déploiement qu'on appelle de réunions cliniques. Donc, on va asseoir ensemble tous les acteurs de santé du territoire, incluant les patients hein, qui sont là au même titre que les professionnels, pour leur faire élaborer ce programme d'action. On a commencé, je dirais, le déploiement en grande échelle à l'automne 2021, donc c'est assez récent, et on voit une montée en charge extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus, sur les 5 territoires pilotes, on a plus de 700 professionnels qui travaillent dans le modèle, donc ville, hôpital, association, ce que vous voulez. On a une 60aine de patients partenaires, donc ce sont des patients qui travaillent avec nous, comme des médecins, et ça, on est très fiers de ça. On a plus de 1500 patients inscrits et suivis dans des programmes de responsabilité populationnelle aujourd'hui. Donc, en moins de 6 mois, c'est une montée en charge extrêmement rapide. Plus de 5000 personnes dépistées qui ont fait l'objet où on peut documenter des actions de prévention, sensibilisation, avec beaucoup entre guillemets, d'évidence empirique qui émerge. C'est-à-dire qu'on trouve des gens sur les marchés, dans les résidences seniors, qui ont des diabètes avancés, qui ne le savent pas, qu'on fait entrer, qu'on envoie bien sûr chez leur médecin traitant, qu'on fait entrer à l'hôpital, on se rend compte qu'ils ont des problèmes cardiaques. Et ça, c'est des gens, très clairement, qui seraient venus à l'hôpital à brève échéance dans un sale état. Alors, donc, ça, on a un système de suivi, on a un système complet aussi de suivi d'impact hospitalier. Donc, on va mesurer la consommation, par exemple. Est-ce que les résidents du territoire atteints de diabète, est-ce qu'ils viennent plus aux urgences, moins aux urgences, combien? Est-ce qu'il y a beaucoup d'hospitalisation pour complications du diabète? Ça, c'est des choses clairement qu'on va éviter. Évidemment, les amputations, c'est quelque chose que l'on suit. On suit aussi la durée de séjour. Normalement, si on travaille bien, les gens vont rester moins longtemps à l'hôpital puisqu'on est capable d'organiser la sortie, puisqu'on se connaît tous et on travaille ensemble et on partage le même patient. Donc, tout ça, c'est des indicateurs que l'on suit aujourd'hui en routine. Donc, voilà, on a un dispositif assez complet de suivi du modèle et on voit à côté un très, très, très fort appétit des territoires pour le modèle. C'est-à-dire qu'on parler très simplement, on a énormément de coups de fil de territoires qui disent « Mais est-ce que vous pouvez venir présenter ça chez nous? J'aimerais ça lancer le programme avec ma CPTS, etc. » Alors, très, très bien, c'est tout à fait clair. Il y a une question auquel vous n'échapperez pas, puisque donc Émilie, Antoine et puis Philippe Elseïr, qui n'est pas là, vous êtes liés au monde de l'hôpital et plutôt d'une manière générale au monde de l'hôpital public. Et dans vos propos, et on le conçoit très bien, on a l'impression que l'architecte ensemblier du dispositif, des outils de responsabilité populationnelle, avec l'ensemble des autres acteurs, mais c'est quand même l'hôpital et plutôt l'hôpital public. Alors, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs? Et quid, parce que ce sont des questions qui sont posées dans le chat, de la place des cliniques, des hôpitaux privés, des autres acteurs, je pense par exemple aux mutuelles, le cas échéant aux assureurs, dans vos systèmes, puisque pour un certain nombre de nos participants, c'est un facteur très limitant des coopérations futures.
Alors, est-ce que dans les dispositifs que vous expérimentez aujourd'hui, on trouve une place pour non pas simplement les professionnels libéraux, mais bien les acteurs privés, que ce soit des assureurs, des mutuelles issus de l'économie sociale et solidaire, et puis des cliniques privées? Peut-être si je peux dire un mot avant que tu répondes, Antoine. Je pense que c'est l'intérêt de parler des modèles des ACO américains, c'est que c'est pour ça qu'on a voulu aussi montrer ça, et pas seulement un exemple comme le NHS où c'est le public qui décide de comment ça va être organisé. Là, c'est vraiment des modèles de contrat entre des acteurs qui ont envie de travailler ensemble. Donc, bon, c'est sûr qu'en France, on a parfois des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, mais je pense qu'avec ce modèle des ACO, on peut réussir à fédérer le public, le privé, les médecins généralistes, les infirmiers libéraux, etc. Parce qu'il me semble vraiment que l'ensemble de ces acteurs, ce qu'ils veulent, c'est que les patients soient mieux soignés. Et ça, c'est vraiment un élément qui est vraiment fédérateur, qui donne du sens au travail. Je pense que ça frustre autant un médecin qui travaille dans une clinique qu'un médecin à l'hôpital public, qu'il n'y ait pas de coordination entre eux ou avec la ville et que les parcours de soins soient interrompus. Et donc, avec ces modèles de contrat, on peut faire en sorte que chacun s'y retrouve. Oui, mais qui dit contrat, parce qu'effectivement, la coordination, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, qui existe d'ailleurs dans les CPTS, mais qui dit contrat dit aussi partage des gains d'efficience. Donc, il doit y avoir des clés de retour vers les acteurs. C'est-à-dire, ce qu'on voit déjà, il y a une chose quand même qui est importante de garder à l'esprit pour tout, parce qu'on pourrait dire aussi, mais l'hôpital public, c'est suicidaire ce que vous faites. Si vous réduisez le nombre de malades, vous allez faire faillite parce qu'on est payé à l'activité. D'accord, mais en vérité, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Aujourd'hui, on n'est pas dans une pénurie de demandes à l'égard du système de santé. Aujourd'hui même, en vérité, il y a un paquet de Français qui devraient voir tout de suite leur médecin généraliste, qui devraient aller tout de suite à l'hôpital, qui devraient aller tout de suite même en clinique pour des soins. C'est-à-dire, on est plutôt dans un contexte de surdemande par rapport plutôt qu'un contexte où on serait 6 à se battre pour un malheureux malade. Là la situation est vraiment l'inverse. Et le modèle tel qu'il est conçu, en vérité, il permet de calibrer les besoins de santé et donc d'objectiver la situation sur un territoire. Et nous, c'est des situations vécues, c'est-à-dire que quand on met comme ça la discussion dans l'abstrait en disant « mais qui va s'occuper des diabétiques ?» eh bien, forcément, la clinique va dire « ben oui, mais nous… on sait très bien faire, etc. » Et nous, l'hôpital public, on se demande. Bon, quand on est capable de mettre des chiffres en disant, écoutez, des résidents diabétiques dans le territoire, il y en a 12 000, et tous ces gens-là nécessitent ça et ça. Et là, ça permet d'avoir une discussion qui est beaucoup plus organisée sur qui va faire quoi et comment on se répartit le boulot, entre guillemets, pour répondre aux besoins de santé de la population. Quant au mécanisme de partage des gains, c'est important que le mécanisme, en fait, précisément, ne cible pas des structures individuelles ou des praticiens individuels. C'est bien le consortium qui est comptable des résultats de santé et qui touche aussi le bénéfice. Et donc là, ça permet d'embaucher, je ne sais pas moi, des infirmières de coordination, de faire des investissements en système d'information, d'acheter des voitures. On est plutôt sur ce genre de choses-là, plutôt que de dire, ben moi, ça me permet de reconstruire mon hall d'attente ou de verser des primes à mes médecins. Donc, c'est important pour nous que le modèle soit collectif. Et ça, je pense que dès le départ, ça pacifie, si on veut, la discussion. Si on voit le modèle allemand, en fait, avec les économies, ils ont payé une maison de la prévention sur le territoire, qui est du coup à disposition de tous pour les patients. Ils payent du temps supplémentaire aux médecins généralistes, donc au lieu que leur consultation de 15 minutes, elle soit payée, disons, 30 € comme en France, et bien, ils sont payés 60 € s'ils font ces consultations de prévention. Donc, du coup, chacun y gagne à un niveau individuel. Ça leur permet de payer des infirmiers de coordination qui, du coup, vont travailler qui à la clinique, qui à l'hôpital, etc. Donc, c'est vraiment des actions concrètes. C'est pas je vais en postuler une ristourne de 40 000 €, c'est j'aurai un professionnel en plus pour faire ça ou accès à tel service en plus. C'est très clair. Ça veut dire quand même qu'il y a une gouvernance. Il y a quand même une gouvernance intégrée. C'est pas simplement un contrat.
Ça, ben, c'est d'où cette notion un peu de consortium qui réunit Voilà. physiquement les gens. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose, il y a vraiment un changement là de posture. Je pense qu'on est mature pour ça aujourd'hui en France. Et ça figurait dans le diapo sur la réforme du NHS England, c'est que notre système, comme d'ailleurs le système anglais l'était, où ils ont essayé de le faire jusqu'à récemment, quand on regarde, il est construit sur la concurrence. C'est-à-dire, on se dit, mais si on met une clinique privée puis un hôpital public à côté et on paye tout ça à l'activité, ils vont se faire concurrence et on va arriver à des soins moins chers. Aujourd'hui, dans un contexte de pathologie chronique et de vieillissement de la population, la concurrence n'a aucun sens. C'est la collaboration qu'il faut et la complémentarité. Et ça, c'est vraiment, en Angleterre, ils se sont échinés pendant des années à essayer de créer des faux marchés concurrentiels entre hôpitaux publics ou entre médecins de ville et hôpitaux. Et en fait, et d'ailleurs, le COVID l'a bien montré, c'est-à-dire ils ont dit, mais on arrête ça, ces folies-là. Il faut un modèle qui soit construit sur la coopération, ce qui ne veut pas dire que les cliniques privées n'ont pas leur place. Au contraire, tous apportent une pierre dans la réponse aux besoins de santé. Et donc, ça oblige effectivement à objectiver les besoins de santé. Et ça oblige aussi chacun à objectiver la pierre qu'il apporte à l'édifice. Mais c'est plutôt sain, je trouve, comme approche. Déjà pour les patients et la population, mais en vérité, même pour les établissements. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'en première lecture, responsabilité populationnelle avec le suivi des cohortes, c'est quelque part, vu de nos anciennes cultures françaises, une révolution mentale. C'est une révolution mentale pour les patients que d'accepter d'être intégrés dans des cohortes, quelque part d'être suivis, d'être monitorés implicitement, et puis évidemment pour les opérateurs d'intervenir de concert pour ces populations. Donc c'est quelque part une double révolution. Tout à fait, mais c'est la réalité aujourd'hui. C'est la réalité du besoin aujourd'hui. Ce sont les pathologies chroniques. Bien sûr. Effectivement, je pense que dans notre conception, si on veut, encore une fois, je crois que le terrain, dans l'occurrence, est assez largement en avance sur les représentations à Paris. C'est-à-dire que les médecins généralistes aujourd'hui, et même les hospitaliers, ils ne se connaissaient pas trop il y a 10 ans, réalisent qu'on est dans une relation d'interdépendance. C'est-à-dire que le patient diabétique qui voit sans arrêt revenir à l'hôpital, ben, il faut travailler avec son médecin, il faut travailler avec sa famille, parce que sinon, on n'y arrivera pas. En tout cas, merci infiniment pour votre participation, pour votre contribution, pour la rédaction de l'article dans Futurible. Et donc, si vous souhaitez ajouter un mot, le moment est venu. Sinon, merci à tous pour votre participation et puis à ceux qui ont suivi cette table ronde également. Ben, simplement, François, déjà, un grand merci à vous tous. Hein, je pense, Émilie, on ne peut pas vous voir de notre écran, mais vraiment, un très, très grand merci. On se disait avec Émilie, on est vraiment très content, en vérité, d'intervenir ce soir dans ce cadre-là de Futurible, qui est vraiment un cadre assez exceptionnel et très stimulant d'un point de vue intellectuel. Donc, vraiment, ça a été un très grand plaisir. Et puis, bien sûr, je pense à votre disposition pour poursuivre les échanges. Oui, n'hésitez pas, soit sur LinkedIn, soit par email ou autre, à continuer les discussions. Moi, je crois beaucoup au potentiel des systèmes de santé intégrés pour essayer de se sortir un peu de l'ornière en France. Donc, et un grand bravo à la FHF et à Antoine pour être porteur de ce modèle. Et j'espère que ça va se développer et que nos 40 expérimentations verront le jour rapidement. Merci à tous, très bonne soirée et à bientôt pour les prochaines tables rondes de Futurible et pour la présentation des travaux du Forum Santé qui a été lancé il y a quelques mois. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.